Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors évidemment, vous avez maintenant l'habitude, la lettre de Géopolitique Profonde. N'hésitez pas à vous y abonner. Le lien est en description et vous aurez en cadeau Géopolitique de l'or. Voilà. Ce soir, on va parler évidemment politique, agriculteur. Justement, hier, vous avez eu Sébastien Bayrou, agriculteur. Vous avez pu voir toutes ces revendications. On va en parler ce soir. Est-ce que ce mouvement, justement, faiblit? Et aujourd'hui, pour en parler, c'est le député et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, cher. Bonjour, Mike Borowski. D'ailleurs, vous avez fait un peu le tour de France pour voir nos agriculteurs. Oui, mais j'ai pas besoin. Enfin, j'ai pas fait comme certains qui sont sortis voir des agriculteurs comme s'ils allaient aux zoos, alors qu'ils n'ont jamais été les voir pendant des années. Moi, j'ai toujours eu des contacts avec eux depuis des années, donc j'ai pas fait plus que d'habitude. Simplement leur manifester le soutien. Hier, il m'est arrivé quelque chose d'ailleurs de très déplaisant. L'Assemblée nationale était entourée de CRS. Des représentants agricoles, Madame Le Floch, la présidente de la coordination rurale, n'avait pas le droit d'entrer, de circuler librement en France, à Paris. J'ai dû aller la chercher, un cordon de CRS. Et il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Il y avait 5 agriculteurs, d'une 60aine d'années, sur le pont de la Concorde. Et une espèce de personne qui ne fait pas honneur à la police française est arrivée avec 35 motards de la Bravem qui nous ont entourés, comme si on était des délinquants. J'ai eu l'impression d'être en Amérique du Sud avec une milice privée. J'ai sorti mon écharpe et je leur ai dit, si vous touchez à l'un d'entre eux, c'est moi que vous touchez. Le responsable m'a quasiment insulté. Je ne sais pas à vous que je parle. Ah bon? Je lui ai dit, mais monsieur, attention. Mais où nous sommes? Où nous sommes? Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est une milice privée. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu après un CRS, dont je ne dirai pas le nom, qui est venu me parler et qui m'a dit « Monsieur, un jour, quand je serai à la retraite, je viendrai vous voir. » Parce que ces comportements déshonorent la police. Et la police, c'est pas ça. Donc, vous voyez où on en est? C'est-à-dire que 5 agriculteurs d'une 60aine d'années sur le pont de la Concorde se sont fait traiter comme des chiens. Ça montre d'ailleurs que c'est un pouvoir qui est fragile, qui est terrorisé, qui ne sait plus où il en est. Et ça montre que c'est la fin proche. Mais que c'est dur, parce qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Mais je crois que vraiment, ça montre leur faiblesse, en fait. Et qu'il faut tenir. Mais il faut tenir et ne pas se faire avoir par des miettes. Justement, on va parler Parce que là, le gouvernement a donné des miettes. Justement, on va parler de ce qu'a donné le gouvernement, on va parler de ce mouvement, mais on va parler aussi politique, européenne, etc. Mais avant ça, je vais présenter les gens qu'il y a autour de vous. Alors, Marc-Gabriel Draghi, juriste, il a écrit La grande narration vers la mort des nations chez K Éditions. Voilà, vous voyez sur l'écran. Comment ça va, cher Marc-Gabriel? Bonjour Mike, ça va très bien. Je suis parfaitement entouré. Bah oui, justement, on était bien entouré, et on va pouvoir écouter tes lumières. Pour le coup, surtout que la grande narration, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et puis, comme l'a dit monsieur le député, on est à un moment, je pense, à la croisée des chemins. Et on voit que nos élites et nos dirigeants sont peut-être en train de perdre la main. C'est pour ça qu'il y a une agressivité qui se ressent de plus en plus. Donc, à voir ce que va nous dire les prochaines semaines et les prochains mois. Et qu'est-ce qu'ils nous diront ces prochaines semaines? En fait, on le sait. Est-ce qu'on se doute de quelque chose, peut-être? Est-ce que tu as peut-être... Tout va se jouer, en fait, sur la poursuite du mouvement. Est-ce que, comme ça a été dit, il y a un abandon et une déliquescence progressive qui font qu'en réalité, rien ne va se passer et on va continuer sur la lente liquidation de l'entité France, voilà, pour être absorbé, peut-être on va en parler dans les années à venir, par une méga structure transnationale où il va y avoir une vraie révolte et qui pourrait aller au-delà des symboles, c'est-à-dire au-delà des tracteurs sur les Champs-Élysées, qui pourrait aller vers une vraie révolte du peuple français. Et bon, on va y revenir, mais Sébastien Bayrou, que vous avez reçu hier, dans une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux, parlait de survie. C'est une question de survie pour les agriculteurs, et il se pourrait bien que ça soit aussi... Parler de survie, suicide, enfin, il a tout dit. Et il se pourrait bien que ça soit aussi une question de survie pour la France. C'est clair. En face, notre amie Myriam Palomba, qui évidemment va nous quitter pour Cyril Hanouna. J'en suis vraiment très triste. Je suis très triste. Désolée, pardon, oui, je suis partie. Mais non, mais je rigole. Qui va chroniquer ce soir
dans sa chronique Les Dessous des élites. Comment ça va, tiens, en fait? Super bien, ça va. Une nouvelle chemise en plus. Oui, nouvelle chemise, c'est bien. Mais toujours la même, sinon. Ouais, un peu. ça lui arrive. Et d'ailleurs, ce que je remarque, c'est que là, elle est comme ça, bon. Et puis quand elle arrive chez Hanouna, elle est Elle est brochingée, Elle est maquillée. Voilà, quoi. Bon, bref. Enfin, Non, mais là, je vais y être comme ça aussi. Hein, donc, non, je crois pas, je ne le crois pas. Mais Non, bon, j'ai c'est pas pas le choix. grave. On Allez. vérifiera. On vérifiera, voilà. Et à ta droite, Serge Federbusch, essayiste, ancien élu parisien. Ça fait longtemps qu'il n'a pas écrit de livre, mais bon, son dernier, c'est Covid reviendra, ça Story, reviendra. une étrange défaite. Comment ça va, cher Serge? Très bien. Et ce que j'ai entendu de ce que disait Nicolas m'amène effectivement d'abord à souscrire à ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'une fois, je suis tombé sur l'Esplanade des Invalides, justement sur la Bravem, qui était plus ou moins en faction en attendant de recevoir son ordre pour aller taper sur qui ou quoi. Et j'ai vraiment eu le sentiment d'une bande de nervis. Quoi, de gens qui n'étaient pas... Enfin, ça se sent, c'est physique, c'est palpable. Hein, on ne peut pas vraiment l'écrire par des mots, des formules. Mais on sent des gens qui sont vraiment pas sympas, ça c'est sûr, et qui obéissent à rien, si ce n'est aux ordres obscurs que leur donne le pouvoir politique, et un pouvoir politique qui a aucune mensuétude. Et là, ils ont été traités, les 5 députés, et encore heureusement que tu étais là pour finalement faire obstacle, parce qu'ils ont été traités comme les gilets jaunes ont été traités par ces gens-là, c'est-à-dire tabassage et compagnie. Donc, il y a un vrai souci républicain avec cette espèce de milice macroniste. Moi, je les appelle les milices macronistes. C'est Bon, une voilà. milice macroniste? Ah oui. On peut dire ça? Moi, je le pense. Oui. Ouais, ouais. C'est bon. C'est quand même grave. Alors demain, ça ça dépend de la sera- police nationale. Bon. Je pense qu'il faudra la dissoudre au plus vite. Ouais, non, mais ça pose une Et je vraie ne voudrais question pas qu'on républicaine. confonde avec la police, parce Ouais, que bien beaucoup sûr. de policiers que je connais, de gendarmes, sont outrés de ce qui se passe. Mais quel est le profil de cette Bravem? Je n'en sais rien, il faudra l'étudier, mais c'est simplement un corps d'élite, entre guillemets, qui est là pour répondre à des ordres qui ne sont pas républicains. Mais en fait, ce sont les successeurs des fameux voltigeurs qui avaient été dissous après l'affaire Oussekine. Un pauvre gars qui était mort bien jeune sous un coup de matraque. Et donc, voilà, ça avait été dissous parce qu'il y avait des débordements. Et hop, tout à coup, c'est ressuscité sous Macron et l'ancien préfet de police parce que, justement, ils sont, avec leur mobilité, leur sans foi ni loi, ce sont des instruments assez méchants du pouvoir. Alors ça, je suis d'accord avec ce que dit Nicolas. On a pas mal de soucis à se faire parce qu'on les sent vraiment prêts à tout. En revanche, est-ce que ça signifie que finalement c'est le pouvoir qui est aux abois et que c'est leur dernière carte et qu'après ça, alors ça, je serais beaucoup plus dubitatif et on y reviendra. Mais moi, malheureusement, je suis moins optimiste Bah justement, que toi sur le sujet. parlons-en de ce pouvoir. Est-ce que là, il est ébranlé par ce mouvement d'agriculteurs? Ah, je ne crois pas qu'ils se sentent ébranlés. Je crois qu'en fait, il pense qu'il a roulé dans la farine les agriculteurs et qu'il va continuer. Ça, c'est clair. Le comportement d'Emmanuel Macron à Stockholm est un comportement ahurissant, grave. Mais moi, je sens quand même dans la population française un changement. Et ce mouvement aura été utile, même s'il est insuffisant et qu'on est tous tristes qu'il soit arrêté. Et parce qu'il y a une prise de conscience et on progresse. Et moi, je suis raisonnablement optimiste sur la suite, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment, on va réussir à bloquer tout ça. Parce que l'histoire de France a montré qu'à un moment ou à un autre, par étape. Alors, est-ce que c'est 6 mois, 5 ans ou 20 ans? Je suis incapable de vous dire. Évidemment, à mon âge, je préférerais que ce soit avant 20 ans. Mais sinon, ce sera d'autres qui le feront. Mais c'est inéluctable. Donc il faut tenir, il faut gagner la bataille de la communication, il faut savoir ratisser large, il faut faire comprendre à nos compatriotes ce qui se passe. Il y a un énorme travail, parce qu'ils ont une puissance médiatique de feu colossale, de propagande colossale. Mais la propagande ne peut pas tout faire. Et on voit quand même, moi je suis élu local, je vois sur le terrain un changement considérable. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens sur le terrain? Ah bah, ils commencent à réaliser. C'est-à-dire, ils disent quoi commencent exactement? à Ils sont en réaliser. colère, ils sont... Ils sont désabusés d'abord, résignés, mais la colère monte et surtout ils commencent à comprendre l'arnaque de ce système que nous, on a compris il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Il y a un retard toujours considérable et c'est normal parce que quand vous élevez vos enfants, que vous cherchez votre boulot, que vous n'avez pas d'argent pour mettre dans le frigidaire le soir, vous croyez que vous pensez à tout ce quoi on a la chance de pouvoir penser? C'est pas facile. Donc, la montée en puissance d'un peuple qui se réveille, c'est long. C'est long, mais ça vient. Ça vient. Et
Maintenant, l'enjeu, c'est qu'on ne tombe pas dans des pièges. Pas de piège de la violence. Et les gilets jaunes, que j'ai beaucoup soutenus, à un moment ont dérapé. Pas de piège de la division. Pas de piège de l'excès. Il va falloir rassurer les Français en leur disant « on a une voie, on peut vous sortir de là ». Pas de piège de la critique permanente sans solution. Je suis convaincu qu'il faut de la radicalité, mais que cette radicalité doit être dans une société vieillissante, dans une société où il y a beaucoup de propagande adverse. On doit déjouer les pièges de nos adversaires. Donc il faut à la fois être radical, parce qu'il faut être radical, il faut rompre, notamment avec l'Union européenne, mais c'est tout mon souci, c'est de présenter aux Français un avenir réaliste, radieux, positif, et pas être toujours, comme on l'est parfois chez les souverainistes, dans la lamentation permanente et dans la perte d'espérance. Et si on doit retenir quelque chose de Macron, c'est qu'il a quand même réussi 2 choses. Mais c'est fini, mais il avait réussi 2 choses. C'est pourquoi il a gagné au début. C'est qu'il avait donné une vision optimiste et qu'il avait su transcender les clivages. Eh bien, moi, je suis convaincu que le souverainisme de demain, ça doit être un souverainisme de liberté. On reprend notre liberté, on envoie balader ces structures, on est très radical contre ceux qui ont trahi, mais on n'est pas que dans une espèce de revanche. On dit aux Français, on va y arriver, on a des choses formidables à faire ensemble, on épouse notre siècle, on n'est pas dans la nostalgie. Mais, oui, mais comment si on est dans la nostalgie, on finira comme Charles X ou les autres, c'est-à-dire on sera dans la nostalgie. Oui, la nostalgie n'a jamais fait un avenir. Comment on reprend la liberté? Parce que moi, j'étais à votre conférence de presse, vous avez parlé de Bruxit, alors que d'autres souverainistes parlent, eux, de Frexit. Quelle est la différence? Alors, d'abord, le Frexit, moi, je ne l'exclus pas. Je dis simplement qu'aujourd'hui, les Français n'en veulent pas. Et que ce sera peut-être la dernière solution. Pour moi, le Frexit, c'est l'issue de secours. Donc, c'est toujours bien d'avoir une issue de secours dans un immeuble. C'est l'issue de secours. Et je ne vais jamais dire le Frexit, jamais. Non. Mais je pense qu'aujourd'hui, avant l'issue de secours, il faut proposer aux Français une voie intermédiaire, qui est ce que j'appelle le Bruxit, c'est-à-dire en finir avec l'Union européenne. Et là, j'ai évolué, parce qu'il y a 5 ans, moi, je pensais qu'on allait changer le syndic, qu'on pouvait changer la Commission et qu'on pouvait garder l'Union européenne. J'ai évolué. Je reconnais, j'ai évolué. Je pense qu'il faut en finir avec l'Union européenne. C'est ce que je prends l'image de l'immeuble délabré. C'est un immeuble squatté, il n'y a plus de portes aux appartements qui sont les pays, les frontières, ce sont les portes. Il est squatté et le syndic tyrannique nous fait payer des charges exorbitantes, 10 milliards par an, et nous régit la vie quotidienne et nous empêche de vivre. Donc, pour moi, il faut quitter l'immeuble. Donc oui, il faut partir. Mais pour moi, il faut essayer de partir à plusieurs pour reconstruire quelque chose. On ne fait pas campagne simplement sur un divorce. On ne fait pas campagne sur une issue de secours. On la prendra peut-être, on sera peut-être obligé à la fin de le faire seul. Mais en attendant, moi je suis convaincu que si la France dit on va reconstruire, on va passer de l'immeuble au lotissement de maisons individuelles, on va chacun retrouver sa souveraineté, sa liberté, ses frontières, ses lois, son budget et peut-être même sa monnaie un jour. Mais on va quand même travailler ensemble. On ne sera pas dans la haine de l'autre, on sera dans la coopération. Il y a les mêmes mouvements en Hongrie, il y a les mêmes mouvements en Pologne. Pologne, ils ont été battus, mais enfin, il y avait quand même un mouvement fort. Il y a les mêmes mouvements en Italie, il y a les mêmes mouvements dans d'autres pays. Je pense qu'on peut rassurer les Français qui vont se dire, ils ne vont pas nous emmener dans le décor. Et surtout, on évitera l'accusation de ce système à bout de souffle qui, pour survivre, caricature toujours les gens en leur faisant peur. N'ayez pas peur, comme disait l'autre, le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. On peut s'en sortir, on peut reconstruire une Europe des nations, la seule qui a marché. On peut échapper à cette Union européenne, on peut la liquider. Mais essayons de la liquider à plusieurs pour reconstruire quelque chose. Si on n'y arrive pas, il sera toujours temps de partir. C'est-à-dire dissoudre la Commission de Bruxelles? Mais le jour où la France... C'est ça le Bruxit? Oui. Le jour et comment on le fait tout seul? Très simple. Déjà, la France, premier jour, ne paye plus. D'accord. Du jour au lendemain, ce qu'a fait le général de Gaulle, excusez-moi, la chaise vide, ça a quand même marché. Et c'est ses successeurs qui ont liquidé l'Europe. Du jour au lendemain, enfin en tout cas moi j'arrive, je dis écoutez c'est très bien, on ne paye plus. La France ne donne plus un sou. Et on coupe le robinet, il n'y a plus d'argent. Deuxièmement, on n'applique plus les directives. On fait la chaise vide. Et on présente le nouveau plan du lotissement individuel, de maisons individuelles. Ceux qui veulent venir viennent avec nous, ceux qui ne veulent pas, ils restent. Mais il n'y a plus d'Union européenne le jour où la France fait ça. Il n'y a plus d'Union européenne. En revanche,
pourquoi pas reconstruire quelque chose avec des voisins qui veulent coopérer? Parce qu'il y aura quand même des coopérations. Oui, mais il restera l'euro, par exemple. Alors l'euro, c'est une autre problématique beaucoup plus complexe. L'euro, pour moi, est condamné. Simplement, aujourd'hui, les Français ne veulent pas l'abandonner. Et aujourd'hui, je pense que rétablir les frontières, cesser le paiement, liquider la Commission européenne, rétablir la primauté du droit européen, sortir du marché européen de l'électricité, ne plus reconnaître l'Union européenne, c'est déjà énorme. Je ne pense pas qu'on puisse faire en même temps l'euro. Ça, je vous le dis franchement, ça me paraît de la folie. Donc je pense qu'il faut d'abord reprendre le pouvoir, liquider l'Union européenne à plusieurs, parce que si on s'en va seul, elle restera, tandis que si à quelques-uns on la liquide, elle ne pourra pas survivre. Et puis ensuite, on s'attaquera à l'euro, ce qui est une autre paire de manches. Mais je ne crois, mais j'ai peut-être tort, hein, je sais que j'ai des discussions avec Florian Philippot que j'admire, et on a mené des combats pour la liberté ensemble. Donc ne faisons pas un débat du sexe Qu'est-ce des qu'il anges. vous dit, lui, justement? Florian pense que je rêve et qu'il faut rompre tout de suite. Moi, je pense qu'il faut tenter le Brexit avant le Frexit. Mais ça ne veut pas dire que j'exclus pas le Frexit. Je pense qu'il y a une différence entre nous, juste de temporalité. Voilà. Et j'espère qu'on pourra s'entendre pour que cette différence de temporalité ne soit pas un obstacle à l'union des souverainistes. Voilà. Parce que je pense que c'est fondamental. Après, c'est notre diversité d'analyse là-dessus qui est aussi une richesse. On va pas se... Voilà. Moi, j'exclus rien, on a de bons rapports, on n'est pas comme un autre que je ne citerai pas, qui... voilà. Et on est convaincus, tous les deux, je pense, que notre, notre vision va progresser. Voilà. C'est-à-dire que l'union se fera déjà entre vous deux pour ces J'espère. européennes. Bah, j'espère, et il est temps. Moi, j'ai un conseil national demain. D'accord. Je vais soumettre plusieurs hypothèses, et on verra. Mais j'aimerais que ça aille au-delà de nous deux, parce qu'on l'a déjà fait, nous deux. Il m'a gentiment soutenu à la présidentielle, on a mené un combat pour les libertés ensemble, mais ça ne suffit pas, nous deux, entre nous. Il faut être très franc. Il faut qu'on élargisse. Par exemple, je sais que personne ne comprend pourquoi je veux, mais moi, je maintiens que Jean Lassalle, qui est un résistant, qui est populaire chez les Français, a sa place avec nous. Je maintiens que Poisson, qui vient d'un autre horizon, a sa place avec nous. Je maintiens que même Michel Onfray, mais je sais, il va gueuler, parce qu'à chaque fois que je dis ça, il m'envoie un SMS d'insulte en disant qu'il ne veut pas se mêler à des gens comme moi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en même temps, les gens qui ont lutté pour la Oui, liberté je sais, n'en veulent pas non plus. Hein. C'est vrai. Mais C'est vrai. je sais, parce qu'il a eu des positions détestables à ce moment-là, mais il les a regrettées. Moi, je crois à la rédemption chrétienne. Et ce que je veux dire, c'est que s'il y a des chapelles souverainistes, comment voulez-vous qu'on arrive à convaincre les Français qui déjà doutent un peu de nous et qui ont peur un peu de nous? C'est pas qu'ils ont peur de nous, c'est qu'il y a la propagande qui nous caricature pour empêcher de sauver la nation. Voilà. Mais encore une fois, les Européennes, pardonnez-moi, je ne veux pas cracher dans la soupe, mais les Européennes, pour moi, c'est une toute petite vaguelette. L'enjeu, c'est la présidentielle. Mais les européennes, c'est Parce pas, que les c'est pas un Européennes- tournant? Non, parce que c'est très difficile de dire aux Européennes, entre nous, la contradiction des souverainistes. C'est d'aller dans un Parlement européen qui ne vaut rien, qui est un alibi, qui est un cache-sexe d'une oligarchie mondialiste, autoritaire, technocratique, folle, et maintenant va en guerre. Et il y a une sorte d'incohérence de se dire, on va dans un truc abominable pour prêcher sa fin. Et les Français se disent, mais pourquoi ces gens-là, en fait, ils se battent pour aller là-bas? Bon. Donc pour moi, les Européennes, il ne faut pas les louper, il faut que ce soit un moyen d'un porte-voix, mais la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est législative anticipée ou pas, c'est-à-dire censure, parce que moi, je ne crois pas que ça puisse durer encore 3 ans. Mais je me trompe parce que j'ai toujours prêché par optimisme. Vous n'avez pas là aussi destitution? Et destitution, je suis seul. Donc, je suis le seul parlementaire. Seul sur 900. Donc j'ai essayé, destitution, Vous avez vu qui pour ça? Quel député? Mais Des groupes attendez, même sur la commission d'enquête sur les effets secondaires, à l'Assemblée nationale, sur 577, je suis le seul. Et heureusement que j'ai Houpert au Sénat, quelques sénateurs. Donc vous imaginez l'état de désastre de la représentation parlementaire. Désastre. Donc la destitution, n'en parlons pas. Donc pour moi, je me bats pour la censure. Je me bats pour la censure, parce que censure, dissolution, nouvelle élection, déjà on interrompt le désastre macroniste. Et puis, le grand rendez-vous, c'est une présidentielle. Et il faut que d'ici 2027, les Français comprennent que c'est leur survie.
Voilà. Et ça Et peut si durer c'est encore pas 3 ans 2000? Est-ce que ça peut durer 3 ans? Je ne suis pas Madame Soleil. Moi, je pense que non. Mais moi, je suis un optimiste incroyable. C'est ce qui m'a donné ma résilience politique et que j'ai survécu à tout. Mais et je me suis trompé parfois. J'ai cru qu'on allait y arriver, mais on est quand même arrivé, hein, quand on manifestait ensemble. Et on ne pensait pas y arriver. Non. Et puis, quand j'ai lancé le non au référendum de 2005, je me souviens, tout le monde se moquait de moi en disant on est à 25% dans les sondages, tu n'y arriveras jamais. On a quand même fait le truc. Donc, l'histoire, moi, je suis un amoureux de l'histoire. Lénine, quand il est parti en Russie, pensait que ça allait durer 20 ans. C'est en arrivant dans son train qu'il a vu que la révolution. Donc, vous savez, je ne peux pas vous dire. Mais vous savez, on a Je ne peux pas l'impression... vous dire. Et vous savez, les mécanismes. Il y aurait eu, par exemple, tiens, j'aurais pas été sur le pont de la Concorde et la Bravem tuait 4 agriculteurs, peut-être que vous auriez eu une explosion gigantesque. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Notre boulot, quand on est un homme politique, quand on est des personnalités médiatiques qui ont une telle influence, c'est quoi? C'est comme l'alpinisme, chaque prise compte, il ne faut jamais rien lâcher. Et notre boulot, c'est d'ouvrir les yeux des Français et de le faire le mieux possible, sincèrement. Voilà. Puis à un moment, il y aura un déclic. Mais vous savez, on a l'impression C'est que... l'histoire, mais vous croyez que Jeanne d'Arc se serait Bien sûr, lancée? mais on a l'impression que le Si, système est toujours derrière M. Macron la fin était et que rapide. l'opposition, en réalité, ne sera jamais réellement contre Macron. Donc, Mais non, les mais gens regardez. ont l'air d'être seuls, quoi. La vie est longue. Regardez, moi, quand j'ai quitté l'UMP, quand j'ai dit merde à Sarkozy en 2007 ou 2000... Non, avant 2007, l'UMP était à combien? 30% dans les sondages. Aujourd'hui, ils sont à moins de 5. Alors, je ne vous dis pas que je suis très haut. Moi, j'ai survécu à tout, eux, ils sont tous morts. Bon, ça a mis 15 ans. 15 ans. 15 ans pour que les gens voient que le Parti Socialiste et l'UMP racontaient n'importe quoi sur l'Europe. Ils mentaient. Ils ont mis 15 ans, les Français. Donc, à notre échelle, c'est dur et c'est lent. Et je fatigue un peu, franchement. Et mes troupes aussi. Mais à l'échelle de l'histoire, c'est pas grand-chose. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que ça va péter, qu'à un moment, les Français, parce que c'est un peuple fier, c'est un peuple qui a une histoire, la propagande ne fait pas tout. Moi, je me souviens de Lech Walesa, qui était interviewé à la télévision, ça m'avait beaucoup marqué, qui disait quand il était dans son chantier naval tout seul, face à la puissance soviétique, il n'imaginait jamais que ça pourrait péter. Jamais. Et il y est arrivé. Donc, il faut que, au moins, ceux qui sont lucides s'ordonnent, se battent, se renvoient l'ascenseur. On n'est pas toujours d'accord, mais il faut qu'on préserve l'essentiel et qu'on fasse appel aux Français. Regardez ces agriculteurs courageux qui nous montrent la voie. Mais là, ils partent, là. Mais ils partent, mais ils reviendront. Et ils ont gagné des points. Ils ont ébranlé le pouvoir quand même un peu. Ils ont fait prendre conscience aux Français quelque chose qui n'allait pas. Ils vont peut-être renforcer l'union des souverainistes, parce qu'on a l'air de con maintenant si on ne s'entend pas, alors que vous avez un Sébastien qui a été extraordinaire. Donc, tout est utile dans la vie. Chaque combat compte. On peut. Et il reste 3 ans avant le grand soir. Et puis peut-être avant. Voilà. Qui vous dit qu'il ne va pas se passer quelque chose? Alors évidemment, ce qui m'inquiète, on va se parler franchement, la seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est la guerre. C'est que Macron est assez fou avec les dirigeants du monde occidental pour précipiter la guerre comme moyen de sauver leur pouvoir qui est à poil. Voilà. Ça, c'est un vrai souci. Et moi, je suis inquiet là-dessus parce que je vois bien qu'ils font tout pour provoquer la Russie et pour, en fait, enclencher un mécanisme de guerre qui serait le moyen pour eux de sauver leur monde qui s'écroule financièrement, qui s'écroule idéologiquement et éviter au peuple de ressusciter. Ça m'inquiète, vraiment. Ça m'inquiète. Alors, on va passer là au grand débat, parce que je vois tout Mais autour de la j'étais trop table, bavard. Moi, ils c'est sont en train à de eux trépigner. Mais ils ont raison. Mais avant Ils me passent ça, terre. la petite annonce. Envie de lire un magazine rentable? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle? La seule lecture rentable.